Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, flamme humaine. Et aujourd'hui, je réponds à la demande d'une abonnée qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé un long message pour me demander de faire un podcast sur la notion de deuil et le sentiment de perte dans le parcours Flamme jumelle. Et j'ai trouvé sa demande très juste et très alignée avec les énergies du moment et avec ce que j'accompagne. D'ailleurs, on parle de deuil et j'ai mon chat qui est là comme pour adoucir, comme pour accompagner ces énergies-là. Alors, on ne parle pas que du deuil d'une personne, même si je vais en parler pendant ce podcast, mais on parle aussi de tous les deuils qu'on va avoir à faire au cours du parcours de flamme jumelle. Et comme on travaille sur soi, sur ses blessures, eh bien ça va être le deuil de comportement, le deuil de situations toxiques, de situations dysfonctionnelles. Et donc on va parler notamment de la période de séparation avec son autre, des allers-retours, des périodes de séparation où il faut faire le deuil d'une relation telle qu'elle a été à un moment donné. On parle aussi du deuil de croyances, de schémas répétitifs. Et le sentiment qui est indissociable de ce deuil, c'est la tristesse. Et cette tristesse, elle est incontournable et je vais essayer de vous expliquer à travers la courbe du deuil qu'on utilise en coaching, quelles sont les étapes de tous ces passages d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Dans la courbe du deuil, on a d'abord un événement et un choc qui est associé à cet événement. Je vais prendre un exemple. Vous apprenez que votre autre a décidé de partir avec quelqu'un d'autre, qu'il s'est engagé avec une énergie tierce. Vous avez donc le choc, l'événement. Suite à ce choc, il y a une période de déni. Non, c'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça, mais il va revenir et on ne veut pas voir ce qui est vraiment. Et puis, quand on accepte de voir, il y a la colère qui sort. Euh, je suis en souffrance, il n'avait pas à faire ça, c'est irrespectueux envers moi, etc., etc. Et puis, il peut y avoir, elle n'est pas obligatoire celle-là, mais une petite période de marchandage avec soi-même, c'est-à-dire qu'on va essayer d'arranger un peu la réalité pour qu'elle corresponde un peu plus à ce qui est acceptable pour nous. Mais c'est une construction mentale, donc ça ne dure pas. Et là, on arrive à l'étape où on se rend compte des choses telles qu'elles sont. Et donc une profonde tristesse qui arrive. Et là, on est en bas de la courbe du deuil. C'est le passage le plus difficile, c'est le passage le plus bas, mais ça veut dire qu'on ne descendra pas plus bas. Là, vous êtes au fond de la piscine. Et c'est le moment où les larmes sortent, où on accepte que les choses ne sont plus, qu'il va falloir passer à autre chose. Et une fois que cette phase est passée, on commence à envisager, à faire d'autres choses, à les expérimenter, à dire oui, ça je garde, non, ça je ne garde pas, à en tirer les enseignements, et puis progressivement à passer à un autre chapitre de sa vie, et un jour se réveiller beaucoup plus léger en se rendant compte qu'on a tourné la page. Donc voilà le processus de deuil tel qu'il est effectif dans toute situation. Et encore une fois, je ne parle pas nécessairement du deuil d'une personne. Le sujet du deuil, c'est déjà un sujet touchy chez tous les êtres humains parce qu'il est relié au sujet de la mort. Et la mort, c'est une angoisse existentielle majeure, c'est l'angoisse existentielle de chaque être humain. Alors, la chance, entre guillemets, qu'on a dans le parcours flamme jumelle, c'est que la plupart du temps, nous sommes neuroatypiques, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts,
Et donc, la particularité des neuroatypiques, c'est qu'ils ont un rapport à la mort plus frontal. C'est-à-dire que souvent, ça fait partie des questions qu'ils vont poser très jeunes. Ils n'ont pas peur d'en parler en fait, il n'y a pas de tabou, ils ont besoin de comprendre, de donner du sens à ça. Et donc, quand il s'agit bien, d'affronter la mort et les émotions qui y sont liées, je ne dis pas que c'est facile, bien évidemment, c'est douloureux, c'est souffrant, mais la plupart du temps, on a compris, et dans ce parcours, qu'il valait mieux se laisser traverser par les émotions et les affronter pour les accepter et accepter que ça fait partie de la vie, plutôt que de s'en distraire et d'être dans le déni. Il n'empêche qu'au moment où il faut y faire face, eh ben c'est pas facile. Euh, Par rapport au deuil également, qui dit deuil dit perte de quelque chose, et parfois quand on doit faire un choix, notamment dans ce parcours, les moments où on doit se positionner, où on doit poser des limites, où on doit dire non, eh bien faire un choix, c'est ouvrir le champ des possibles à quelque chose de mieux, de plus respectueux, de nouveau, mais c'est aussi renoncer à quelque chose. Et dans un premier temps, comme on associe notre comportement à ce qu'on est, eh bien dire non à une attitude de notre autre, par exemple, il y a une partie dans notre mental qui nous dit, eh bien, c'est renoncer à l'autre et prendre le risque de le perdre et qu'il ne revienne jamais. Et ça, c'est extrêmement difficile et extrêmement souffrant. Mais c'est souffrant quand on voit les choses du plan du mental. C'est-à-dire que, et là je vais commencer déjà à vous donner des clés pour pouvoir en sortir, votre mental, lui, il ne s'accroche qu'aux situations qu'il connaît, au passé, à ce que vous avez déjà vécu, et même si c'était souffrant, c'est plus confortable pour lui parce que c'est connu. La plus grande peur du mental, c'est l'inconnu. Il est terrorisé par l'inconnu et par le futur. Donc, quand vous allez envisager de vous positionner en vous disant que ce sera pour le mieux pour vous et que de toute façon que vous soyez seul pendant un temps ou que l'autre revienne en ayant changé de comportement, vous vous sentirez mieux, eh bien votre mental, lui, il n'est pas d'accord parce que il va se raconter plein de scénarios. On est très très fort en tant que neuroatypique aussi pour se faire des grands films, on est des grands réalisateurs de films dans notre tête. Et donc, comme il n'est pas sûr du scénario qui va se produire, et que le mental est naturellement câblé chez l'être humain pour engrammer beaucoup plus de négatifs que de positifs, hein, souvenez-vous du ratio, 90% de négatifs, 10% de positifs, les films qui va se faire, c'est mais il reviendra jamais, je vais le perdre à jamais, et puis il voudra plus me parler, et donc évidemment, le mental va entretenir en fait beaucoup de souffrance tout en voulant nous en protéger. Et sa manière de nous protéger, c'est je ne veux pas prendre la décision. Il ne faut surtout pas que je la prenne, je vais rester dans mes comportements dysfonctionnels, je vais rester avec l'autre tel quel, je vais continuer à sacrifier mon emploi du temps et à me rendre disponible seulement quand lui est disponible. Je vais continuer à être la cinquième roue de la charrette alors que lui est avec une énergie tierce. Je vais continuer à dire amen à tout ce qu'il fait et à me suradapter et à tout donner sans rien recevoir, etc. Parce que si jamais je change de mode de fonctionnement, eh bien je vais le perdre. Et donc le mental, dans ces moments-là, quand on est et en ce moment on est dans une période où les énergies nous poussent énormément à ça, dans cette période où on sent qu'on est au bord de faire le choix et qu'on est dans la réflexion, eh bien le mental il va nous faire un flashback de tous les meilleurs moments qu'on a eus avec notre autre et il va nous raconter eh bien que mais tu vois ça a été des moments merveilleux, c'était mieux avant et regarde ça pourrait revenir, ça va rester comme ça. Et donc une première chose pour sortir de ce schéma infernal, c'est de se rappeler des faits et uniquement des faits.
C'est-à-dire là, maintenant, au moment présent, quelle est ma situation avec mon autre? Qu'est-ce que je ne peux plus accepter? Qu'est-ce qui est souffrant pour moi? Et là, la balance va probablement pencher du côté du positionnement. Et au moment où on se positionne, ce deuil de la relation telle qu'elle a été, eh bien, il est à faire. Et évidemment, il y a de la souffrance qui est associée à ce deuil, parce qu'un deuil, ça n'est malheureusement jamais facile. Alors, j'aimerais pouvoir vous donner une recette magique pour passer les deuils d'une manière sereine et presque légère. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Mais en tout cas, une grande manière de l'alléger, c'est d'être capable de constater que cette partie qui souffre à l'intérieur de nous, ce n'est qu'une partie de nous. C'est pas nous tout entier. Et donc être capable de s'observer en train de mouliner dans le mental, en train de souffrir à un endroit du corps, d'observer à quel endroit. Et c'est le moment d'aller travailler sur soi et de faire le lien avec, mais tiens, cette souffrance dans le corps, je l'ai déjà ressentie à d'autres moments de ma vie. Quand est-ce que c'était? Est-ce que ça me rappelle une situation particulière antérieure et notamment eh bien, dans l'enfance? Est-ce que c'est associé à une blessure particulière? Et là, eh bien, vous allez retrouver les situations sources et pouvoir aller travailler dessus. C'est ce qu'on va chercher en général en accompagnement. Mais le fait d'être capable de se mettre comme ça en tant qu'observateur, donc simplement en méditant avec de la respiration, avec du body scan, de l'observation corporelle, eh bien ça permet de se dissocier de sa souffrance et de se rendre compte qu'on n'est pas submergé par la souffrance. Et ça permet de l'alléger et que les moments délicats eh bien, durent moins longtemps et surtout de pouvoir faire circuler les émotions et les laisser passer. Parce que si on reste dans le moulinement du mental, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous avez compris l'idée, et dans le déni des ressentis corporels et des émotions, on reste dans un phénomène un peu de lutte intérieure entre eh bien, mon mental et puis mon cœur. Je sais que je dois aller par là parce que c'est juste pour mon âme, mais il y a tous mes conditionnements qui reviennent au galop et j'y arrive pas. Et du coup, c'est un énorme effort à déployer pour pouvoir aller de l'avant. C'est épuisant et au bout d'un moment, on arrive à une situation où on est là, on en a ras-le-bol et on n'a plus envie de se battre. Et c'est souvent là qu'on lâche prise d'épuisement, de fatigue, que les émotions lâchent complètement, qu'on fait une grosse crise de larmes, qu'on ressort vidé, mais que enfin le deuil est fait. Parce que pour pouvoir faire ce deuil, il est indispensable à un moment donné de laisser l'énergie et l'émotion nous traverser et de s'accompagner à ce moment-là avec énormément de bienveillance, de compassion, ou de se faire accompagner par une écoute bienveillante, par des conseils. Le soin énergétique à ce moment-là, le soin sonore, la musique peuvent être de très belles aides. Pour faire circuler les énergies de manière autonome, je vous invite aussi à utiliser le mouvement, que ce soit la marche, le sport, la danse intuitive marche très bien aussi, que ce soit par le chant, par la pratique d'un instrument de musique, par la peinture, par le théâtre pour extérioriser les mots. Et j'aime beaucoup aussi, si ça vous parle, la pratique du shaking, c'est-à-dire de secouer le corps dans tous les sens pour faire circuler l'énergie, les mémoires et laisser sortir les émotions fortes et notamment quand il y a colère et tristesse. En fait, pour pouvoir se laisser traverser et vivre au mieux cette période de deuil, on a tout simplement besoin de revenir dans le moment présent pour retrouver sa sécurité intérieure. Et donc des pratiques de respiration, de méditation et de repos sont vraiment importantes là-dedans. On a tout simplement besoin d'accepter qu'une fois que toutes ces émotions, que toute cette tristesse est sortie, eh bien il y a un sentiment de vide, de désert à l'intérieur de nous. Comme quand on clôt un chapitre de notre vie, qu'on
abandonne une attitude ou un schéma répétitif auquel on s'était profondément identifié, on a l'impression que c'est une partie de nous qui meurt, et ça nous arrive beaucoup en ce moment. Et avant de construire autre chose, eh bien, il y a du vide. C'est comme un verre d'eau quand on le boit. Avant de remettre de l'eau dans le verre, eh bien, le verre est vide et il y a un vide, mais ce vide est momentané. Et la nature ayant horreur du vide, je peux vous assurer qu'à un moment donné, ce vide va se remplir. Vous pouvez, pendant ce sentiment de vide, déjà poser l'intention de quoi est-ce que j'ai envie de remplir ce vide. Est-ce que j'ai envie de le remplir d'amour, de joie, de légèreté, de respect? Est-ce que j'ai envie maintenant d'avoir des relations plus alignées à mes valeurs, de m'écouter davantage pour ne pas aller jusqu'à la fatigue, de savoir comment gérer mon énergie, etc., etc. Je voudrais terminer ce sujet en parlant d'un phénomène que j'observe chez plusieurs personnes en ce moment, puisque vous le savez, dans tous les parcours flammes jumelles, toutes les réunions ne sont pas écrites pour cette vie-ci. Et malheureusement, dans certains parcours, le jumeau ou la jumelle vient à soit partir et ne jamais revenir, soit décéder. Et donc ça veut dire que dans le plan d'âme, c'était prévu de se rencontrer pour reconnecter et pour déclencher le parcours d'éveil et travailler chacun sur soi pour aller se réunir à soi-même et être plus équilibré dans sa vie. Mais le plan d'âme n'était pas de se réunir. Et Dieu sait que le deuil d'une flamme jumelle, avec la force de la connexion du lien, est un moment douloureux, difficile. Et que c'est extrêmement difficile dans un premier temps d'envisager de vivre autre chose. Et donc il y a des personnes qui vont presque se laisser couler. Alors c'est une nuit noire de l'âme bien prolongée dans ces cas-là, parce que quelque part c'est une part d'eux qui est morte, puisque la flamme jumelle, c'est deux parties d'âme, donc on a perdu une moitié d'âme. Et ces personnes ne s'autorisent pas tout simplement à vivre parce que l'autre est parti. Ou un peu plus loin dans le parcours, elles rencontrent une âme sœur, mais elles ne s'autorisent pas à vivre pleinement l'amour ou à avoir un enfant si c'est encore le moment. Et donc, j'ai pu accompagner des personnes qui étaient dans ce cas-là. Et la pratique de rituels de départ, et notamment au sein des constellations familiales, est merveilleuse parce que c'est rempli d'amour et c'est un moment où on se donne l'autorisation et où l'âme du jumeau ou de la jumelle vient vous parler pour vous expliquer que vous avez le droit dans cette vie de vous autoriser à vivre autre chose et à vivre pleinement l'amour et l'épanouissement, et que vous vous retrouverez dans une autre vie. Et très souvent, il y a des passages d'âme qui ont lieu à ce moment-là, parce que le jumeau ou la jumelle devait revenir à vous pour vous communiquer ce message avant de passer dans un autre plan et de pouvoir se réincarner plus tard. Donc, pour accompagner ce processus, ce sont les mêmes outils que ceux que je vous ai donnés juste avant, mais bien sûr avec une dimension plus longue et plus poussée, vraiment d'accueil, de bienveillance et d'amour, cette fois envers vous-même. Et là, ça donne encore plus de direction, de travail vers vous, puisque le travail ne peut plus être centré sur le lien, mais il est vraiment centré vers vous, vers votre équilibre intérieur. Je terminerai avec une métaphore. Souvenez-vous que dans n'importe quel processus de changement et de deuil, c'est comme l'hiver. Vous avez des arbres qui ont perdu leurs feuilles, qui hibernent, vous avez l'impression que les jours sont figés, givrés, que rien ne change. Et puis d'un coup, quand arrive le printemps, il y a des bourgeons qui apparaissent et en quelques semaines, les feuilles et les fleurs se déploient. Dans n'importe quel processus de changement, c'est exactement la même chose. C'est qu'il y a une période où on se défait,
de ces feuilles, de ces branches, de tout ce qui doit rester au passé, de tout ce qui doit mourir à l'intérieur de nous ou des comportements. Et puis cette période de vide, de givre, de gel, l'hiver, avant de refleurir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus positif. Et je vous invite vraiment à garder la foi dans ce processus qu'on voit dans les saisons, qu'on voit dans la météo aussi, après un orage, avec le rayon de soleil. Et de savoir qu'il y a toujours, toujours, toujours la lumière au bout du tunnel. Et que vous ne perdez jamais vraiment votre autre. Que ce soit en séparation, qu'il revienne ou pas, ce lien énergétique est immuable et vous serez toujours liés d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, comme vous avancez dans votre travail sur vous, à un moment donné, même si l'autre est toujours dans la tête et dans le cœur, eh bien la souffrance, elle a disparu. Et donc, eh bien, vous pouvez vous autoriser eh bien, à vivre cet amour, que la personne revienne ou non. Et c'est pareil dans le processus de deuil si votre flamme jumelle n'est plus. Voilà, un sujet bien évidemment difficile à aborder et je vous souhaite plein d'amour et plein de courage si vous êtes dans ces situations, mais un sujet vraiment important et je remercie encore la personne qui m'a demandé d'en parler. J'espère que ça a répondu du coup à vos attentes et j'espère que ça pourra vous donner des clés et vous aider dans vos processus de mort et de renaissance en ce moment depuis quelques mois. N'hésitez pas si vous ressentez le besoin d'être accompagné de manière mentale, corporelle ou émotionnelle, de manière douce ou de manière plus poussée pour le travail sur les blessures, quel que soit le cheminement que vous avez. C'est important de ne pas rester seul dans cette aventure-là. Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.